Présentation de l'ouvrage de Franck Fouqueret. Après le manuel de survie pour apprentis maçons voulant démissionner, ma franc-maçonnerie mise à nu pour les profanes. Vous nous offrez le manuel de sauvetage pour apprentis maçons sans instructeur aux éditions LOL. Quelle est la différence avec cet ouvrage et pourquoi sauvetage ? Oui, alors en effet, en 2014, j'avais commis le manuel de survie pour apprentis maçons voulant démissionner, parce que j'avais remarqué que en 2013, 2012, enfin toutes les années précédentes, il y avait eu beaucoup de démissions dans les obédiences, et que ce soit les grandes ou les petites. Et je m'étais dit, qu'est-ce qui fait qu'on démissionne? Et j'ai constaté qu'en fait, on démissionne parce que on a une approche de client. On rentre en loge en se disant, je viens pour acheter quelque chose, j'ai des attentes. Je me suis dit, justement, je vais faire une proposition, c'est-à-dire venez en loge sans attente, vivez ce que vous avez à vivre, et plus vous avez de problèmes, plus vous avez des thèmes de travail pour évoluer. Si vous venez pour trouver une loge parfaite, restez chez vous, c'est pas la peine, le travail est déjà accompli. Donc ça, c'était le premier ouvrage. Suite à cela, le deuxième ouvrage, qui s'appelle donc Ma franc-maçonnerie mise à nu, je me suis dit, après avoir parlé aux apprentis déçus qui démissionnent, je vais écrire aux profanes qui veulent rentrer. Comme j'avais fait beaucoup durant mes 2 vénéralats, des enquêtes et des rencontres préalables, je m'étais dit, je vais parler à mes lecteurs comme je parlerais si je venais à les accueillir pour une première visite avant de poser leur candidature pour rentrer en loge. Et le livre est fait sous forme de questions. Que se passe-t-il dans une initiation? Que dois-je répondre aux 3 enquêtes? Pourquoi est-ce que la franc-maçonnerie a vraiment autant de pouvoir? Pourquoi il y a des scandales? Toutes les questions que se posent les non-maçons, j'y réponds dans cet ouvrage. Alors là, il est destiné à un public évidemment de non-initiés, intéressés par la franc-maçonnerie, mais non-initiés. Et ce dernier, je me suis dit, ceux qui ne sont pas encore rentrés ont leur livre. Ceux qui sont rentrés et déçus, qui veulent démissionner, je les retiens, mais on ne retient pas quelqu'un très longtemps si on n'apporte pas des solutions. Donc tout naturellement, il y a eu le manuel, non pas de survie, mais de sauvetage pour apprentis sans instructeur. Parce que la problématique, c'est qu'un apprenti qui est dans sa loge et qui se sent seul, qui voit les maîtres s'entre-déchirer et se battre pour des sautoirs ou des positions, des postes d'officier, il se dit, mais qu'est-ce que je viens faire ici? C'est d'une futilité absolue. Et lui, il se dit, j'ai besoin, moi, de travailler. Alors, le manuel de sauvetage, je me suis dit là très simplement, en écrivant un ouvrage qui répondait à leurs attentes, c'est-à-dire une instruction, ça permettait en même temps de leur dire, vous m'avez écouté dans le premier ouvrage en ne démissionnant pas, maintenant je vais vous expliquer pourquoi vous pouvez rester et vous allez travailler. Et j'ai décomposé en 10 symboles, qui sont les 10 symboles que l'on étudie normalement quand on est apprenti, sur lesquels on travaille, sur lesquels on s'instruit. Et il y a une méthodologie qui est donnée, avec un suivi, avec des maîtres tuteurs qui remplacent les maîtres de la loge. Ça permet en fait de ne pas démissionner, de rester. Et évidemment, j'ai une stratégie derrière, j'ai une idée derrière la tête. C'est que l'apprenti qui est dans une loge où on n'apprend rien, qui lui va s'instruire, va devenir le premier maître instruit de la loge peut-être, parce que la recette s'est perdue. Et il est fort possible que quand il sera maître dans 3, 4, 5 ans, devienne à son tour un jour vénérable et qu'il transmette ce qu'il a appris. Donc c'est un moyen en fait d'inverser. Parce que j'en avais un petit peu marre, je dois avouer, d'entendre tous ces discours sur l'utilisation de la politique avec la franc-maçonnerie. Ça me fatigue, je ne suis pas rentré pour ça, j'en ai pas envie. Et la franc-maçonnerie n'a pas vraiment vocation à ça. Donc je me suis dit, que puis-je faire? Je ne vais pas aller monter sur des plateaux pour dire ne croyez plus ce qu'on vous dit, ou tout ça c'est du bidon, ou ils n'ont pas été élus pour ça, nos dirigeants maçonniques. Non, je me suis dit, moi je vais pas me battre contre la guerre. Je vais œuvrer pour la paix. Voilà, c'est ce qu'avait dit Mère Teresa. On lui dit, est-ce que vous voulez aller manifester contre la guerre? Elle dit, moi je ne manifeste pas contre la guerre, je veux aller défiler pour la paix. Moi je défile pour l'instruction, voilà. Vous intitulez un de vos chapitres, au fond, c'est quoi la franc-maçonnerie? Et justement, je vous demande, c'est quoi la franc-maçonnerie? C'est quoi la franc-maçonnerie en 2016? Ça c'est une question intéressante parce que répondre en 2016 à cette question,
on n'aurait pas répondu de la même manière en 1980, en 1945, au début, en 1870, au début de la Troisième République, et en 1717, à la première constitution de Grande Loge, on n'aurait pas non plus répondu de la manière. C'est que la franc-maçonnerie est une voie initiatique, ça c'est la réponse première, mais c'est une voie initiatique qui est beaucoup moins initiatique sous la Troisième République, entre 1870 et 1940. Pourquoi? Parce qu'il y a une absence de politique, de pouvoir politique réel, et les francs-maçons, qui sont à l'époque 1 sur 3, je crois, au gouvernement, disent ben, il est l'heure pour nous de prendre le relais. La France a besoin de nous. Donc oui, ben, c'est ça. Il y a le feu ici, les francs-maçons sont là, ils vont éteindre le feu, ils ne deviennent pas pompiers pour autant. Et puis quand le feu est éteint, ils ne vont pas forcément acheter les camions rouges et devenir des pompiers officiels. Ils ont été pompiers pendant le temps de l'incendie. Eh bien, les maçons ont été les pompiers de la République pendant un certain temps. Et la guerre a décimé, le nazisme a décimé la franc-maçonnerie. Et grâce à Charles de Gaulle, elle a pu renaître après la guerre. Mais la franc-maçonnerie de 1945, qui commence à renaître, n'a plus du tout la même vocation. Et celle d'aujourd'hui est beaucoup plus empreinte de... Alors là, je vais en faire bondir certainement quelques-uns, mais elle est empreinte du New Age, du questionnement intérieur, et elle vient remplir l'absence des religions aujourd'hui et l'absence de spiritualité. Où va-t-on chercher la spiritualité? Nous avions, il y a des décennies, des directeurs de conscience. Ce directeur de conscience, c'était monsieur le curé, on allait le voir, on lui parlait, on se confiait. Aujourd'hui, où va-t-on pour parler? Sur un canapé, voir son psy? Ben, très bien, le psy existe toujours, j'encourage plein de gens à aller les voir. Mais c'est pour travailler la résilience, c'est pour travailler la réparation des bobos de l'âme. Mais ce n'est pas la franc-maçonnerie, elle ne sert pas à ça. La franc-maçonnerie est là, et je réponds à votre question, pour travailler sa spiritualité, sa verticalité, son rapport au non matériel. Or aujourd'hui, tout est matériel, tout doit être rempli, on n'a plus d'espace. Même les livres aujourd'hui, les livres disparaissent. On dit, ben non, ils ne disparaissent pas, on a des liseuses, des Kindle et tout le reste. Mais non! Une liseuse électronique, c'est un moyen pour celui derrière qui en est l'animateur de pouvoir interagir avec vous. Vous n'êtes pas seul. Quand vous êtes avec votre livre papier, vous êtes enfermé chez vous, seul, personne n'interagit avec vous. Eh bien, quand vous êtes en loge, vous n'êtes pas seul, mais vous êtes avec un ensemble de frères et de sœurs, donc il y a vraiment une notion d'humanité forte, avec lesquels nous pouvons travailler notre rapport à notre spiritualité. C'est un des rares endroits en Occident où la franc-maçonnerie, on peut le faire, et ça sert à ça. Donc ça sert à sortir de la matérialité pour pouvoir y retourner, évidemment, parce qu'il ne s'agit pas de faire des maçons, des moines et des êtres éthérés, mais ce sont des gens qui travaillent en conscience, qui ne sont pas des êtres vendus ou achetés par un système marchandé. Tout est gratuit grâce à l'Internet, non? Comme le dit la célèbre phrase de cette spécialiste qui dit « si c'est gratuit, c'est que le produit, c'est vous ». Eh bien oui, aujourd'hui, nous sommes des produits, nous vendons, nous sommes des prostituées du merchandising. On se vend au plus offrant, mais quelle est notre valeur? Parce que comme tout se vend, tout n'a plus forcément de valeur. Parce qu'on peut donner des prix à toute chose, mais on n'en connaît pas la valeur. Et ça, c'est important, le prix et la valeur. Voilà. Un autre de vos chapitres est baptisé « Parlons franchement de symbolisme ». Voulez-vous nous dire quelques mots sur ce symbolisme qui vous tient tant à cœur dans la pratique maçonnique? Alors oui, le symbolisme, effectivement, là je suis un apôtre du symbolisme. J'aime pas le mot apôtre parce qu'on va dire ça y est, c'est une secte. Non, mais je suis vraiment un fervent croyant et pratiquant du symbolisme. Symbolisme, ça vient du latin symbolon. Symbolon, c'était un morceau de terre, une poterie, que deux personnes coupaient, cassaient en deux, et chacun partait avec son petit morceau, et quand ils se retrouvaient au bout d'un an pour éteindre une dette, parce que c'était la preuve d'un contrat, c'était un contrat en quelque sorte, bien, quand ils se retrouvaient, ils assemblaient, et les deux morceaux de poterie devaient se marier, puisqu'ils venaient du même pot. Eh bien, ce rassemblement des deux morceaux différents, c'est le principe du symbole. Le symbole, c'est d'unifier. Alors unifier pour trouver son unité, parce que nous sommes divisés, tiraillés, notre cerveau, notre esprit, sans cesse est en train de penser, de réfléchir, que vais-je faire demain, et c'était bien ce que j'ai fait hier, et ai-je bien agi, et combien je vais gagner, est-ce que je pourrais payer? On n'arrête jamais, on n'a jamais une seconde de repos et de répit.
Eh bien, le principe du symbole est un moyen de nous recentrer. Alors, on va dire, bon, ben, très bien, ça, le symbole, mais c'est quoi le contraire du symbole, alors? Eh bien, le contraire du symbole, c'est le diabolo, le diable. Alors, on dit, mais le diable, c'est le méchant. Non, non, ça, c'est les religions qui se sont appropriées le mot. Le diabolo, ça veut dire diviser. Diabolo, c'est diviser. Donc, c'est simplement, est-ce que l'on est divisé ou est-ce qu'on est rassemblé? Alors, être rassemblé, c'est l'un, être divisé, c'est deux. Bon, c'est bien, mais comme c'est un chemin, on est arrivé, on était tous un, unité quand on arrive sur Terre. Ensuite, on se divise et on travaille ce principe de division. Et ensuite, on passe au 3, le ternaire. Et là, on sort de la division pour retourner après au 4, à la matérialité, donc au matériel. Donc le principe du symbole, et on ne peut travailler que sur les symboles, c'est un langage universel qui est porteur d'une valeur, pas confondre avec le signe qui lui est indicateur d'une information. On n'est pas dans de l'information, on est dans une valeur qui vient travailler en nous, et travailler en nous sur notre conscience. Et donc le travail du symbole nous permet de comprendre les principes de dualité et de complémentarité en dualité, et non pas de rivalité. Parce qu'on ne fait bien souvent pas la différence, on dit, ben voilà, lui est un ennemi, et l'autre c'est un adversaire. Ben, c'est pareil, pas du tout. L'ennemi, moi je dois le détruire, c'est un ennemi, il ne doit plus être là. Un adversaire, c'est adversant, le versant. C'est celui qui est sur l'autre partie de la montagne. Ben, celui qui est sur l'autre partie de la montagne, c'est moi dans le miroir. C'est une autre partie de moi. Alors donc, les Japonais, quand ils se saluent avant un combat, ils se saluent parce qu'ils saluent un adversaire qui est de l'autre côté de la montagne, parce que c'est grâce à lui qu'ils vont grandir. Eh bien, en loge, on n'a pas d'adversaire, mais on a des gens qui sont des miroirs de nous, qui nous permettent de grandir. Et tout ça, ça se fait au travers du symbolisme. Alors c'est difficile à comprendre pour le mental, parce que le mental veut des explications, pour toute chose, il veut résoudre des problèmes. Le principe du symbolisme et de l'unité n'a aucun problème. Il est calme, il est posé, il est centré. Quels objectifs nous fixons-nous et méthode de travail? Voulez-vous nous en dire quelques mots car vous semblez innover dans votre démarche avec adopteunapprenti.com? Oui, alors la démarche est nouvelle parce que des livres qui expliquent comment faire des planches, des livres qui expliquent c'est quoi les symboles, vous en avez, il y a 11 000 livres maçonniques qui existent aujourd'hui, vous trouverez tout. En revanche, ce qui n'existait pas, et c'est là où je me suis dit je vais innover, c'est que j'ai donc écrit ce livre avec les 10 symboles, j'ai créé un site internet qui s'appelle manuel-de-survie.com sur lequel j'ai remis les symboles, les vidéos, et surtout, j'ai créé un deuxième site qui s'appelle adopteunapprenti.com. C'est assez humoristique, mais c'est dans l'air du temps. Et adopteunapprenti.com, c'est de dire à un maître qui va devenir tuteur, mets-toi en contact avec un apprenti qui a besoin de toi, tu as travaillé toi sur le symbolisme, tu as du savoir, tu as des choses, tu as des connaissances, tu es aussi un modèle, alors inscris-toi et deviens un tuteur, pas un coach. C'est pas un coach, on n'est pas dans la performance. Un tuteur, c'est bien souvent la main qui est là, qui suit, qui accompagne, qui écoute. Voilà. Il est là, il est une oreille, il est une écoute. Nous ne sommes pas dans de la performance, nous n'allons pas avoir des grades plus rapidement, avoir plus. Il n'y a pas de rendement, il n'y a aucune compétition. Il y a simplement de savoir qu'on n'est pas seul, qu'il y a un frère, une sœur qui est là pour nous renvoyer, qui est une sorte de miroir. Adopteunapprenti.com, ce sont des maîtres qui adoptent des apprentis qui sont en demande, qui ne veulent pas démissionner, qui préfèrent travailler sur la voie du symbolisme et la voie initiatique maçonnique telle que moi je l'entends, et nous sommes assez nombreux. Voilà. Avant d'aborder dans les prochaines vidéos chacun des 10 symboles, nous pouvons déjà les citer. Le travail sur la pierre brute, le soleil et la lune, le pavé mosaïque, le fil à plomb, le silence de l'apprenti, la lumière, des ténèbres du néophyte à la lumière donnée à l'initiation, force, sagesse, beauté, le delta lumineux, le cabinet de réflexion et le nombre 3. Nous nous retrouvons dans quelques minutes pour aborder les spécificités de chacun d'eux. À tout de suite.